Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va laisser encore une minute ou deux là, puisque vous êtes beaucoup à arriver sur le webinaire pour vous connecter. Ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez m'indiquer, me faire un petit message pour me dire que le son est OK pour vous. Ah, merci. Bon, on va peut-être y aller puisqu'on a qu'une heure et le programme est riche. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire autour de la commande publique et puis des risques, puisqu'on va parler risques. C'est un sujet qui vous a attiré en masse parce que vous êtes très nombreux connectés, inscrits et en train de vous connecter ce matin. Donc, je suis ravie d'accueillir à la tribune Marco Luc Brunet. Qui se présentera tout à l'heure. C'est aussi une première pour nous d'avoir un intervenant externe sur ces formules de webinaire. Donc, j'espère que ça sera le début de plein d'autres sessions de ce type si vous appréciez la formule. Donc, je suis accompagnée de Luc Brunet qui se présentera tout à l'heure et de Nicolas de Giorgi, notre ingénieur commercial qui prendra la main pour vous présenter Marco sur la deuxième partie du webinaire. Donc, si j'arrive à passer mes slides, on va voir nos têtes. Voilà. Donc, on a une heure ensemble. Le programme qu'on vous a concocté, donc ça sera la parole à Luc pour vous présenter la commande publique et la responsabilité des élus sur une première partie du webinaire. Et on enchaînera sur une présentation de Marco. Donc, comment, grâce à l'outil Marco, on se propose justement de sécuriser votre approche commande publique. Et ça sera aussi intéressant que Luc puisse intervenir pendant la présentation s'il y a des points sur lesquels il souhaite appuyer. Et puis, on fera une petite conclusion sous forme de questions-réponses en toute fin de matinée. Donc, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais donner la parole à Luc et surtout lui donner la main pour la présentation. Merci Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes encore nombreux à arriver à vous connecter. Alors, J'attends le... voilà, je Donc, vous désigne comme présentateur, donc normalement ça devrait s'afficher sur votre écran. Ah, c'est bon là. Bon. Ouais. Voilà, c'est par là. De toute façon, je pense qu'on pourra le diffuser, Oui, bien sûr. votre support. On vous mettra les supports à disposition. Très bien. Donc, merci Marie. Donc, je me présente, Luc Brunet, je suis responsable de l'Observatoire SMAC des risques de la vie territoriale. Donc, la SMAC, c'est une mutuelle assurance des collectivités locales. On est leader sur le marché. Et on a créé en 1998 un observatoire des risques juridiques des collectivités dont l'objet est d'analyser le risque, et plus particulièrement le risque pénal, des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. Alors, c'est vrai que le sujet est délicat. Je vais vous présenter quelques chiffres. Effectivement, le sujet de la commande publique fait partie des domaines sur lesquels vous pouvez, que vous soyez élu ou fonctionnaire territorial, engager votre responsabilité. On verra d'ailleurs que cette responsabilité, elle est non seulement pénale, mais elle peut être également une responsabilité civile, puisque vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de votre mandat. Alors, avant d'aborder le fond du sujet avec les infractions qui peuvent vous être reprochées en matière de commande publique, quelques chiffres issus de nos travaux, de notre observation. Là, vous avez en bleu donc les poursuites engagées contre les élus locaux sur les différentes mandatures. Et en orange, vous avez les condamnations. Donc, vous voyez déjà un décalage entre ce qui est poursuite et ce qui est condamnation. Qui dit poursuite ne dit pas condamnation. Ce n'est pas parce qu'on est mis en examen qu'au final, on sera condamné en moyenne. Et c'est pareil pour les fonctionnaires territoriaux, vous le constaterez. En moyenne, 6 élus sur 10, 6 fonctionnaires territoriaux sur 10 qui sont poursuivis bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. Là, les chiffres que je vous présente, c'est toute infraction confondue. Donc, ce n'est pas uniquement en matière de marché public, hein, c'est vraiment toute infraction confondue. Vous voyez que le nombre d'élus locaux poursuivis sur la mandature 2014-2020, on était près de 2000 élus locaux. Ça fait à peu près, en moyenne, un élu local qui est poursuivi chaque jour au pénal, toute infraction confondue.
Alors dit comme ça peut paraître beaucoup. Simplement, quand vous rapportez ce nombre au nombre d'élus locaux qui existent en France, ça vous donne un taux de mise en cause pénale de 0,342%. 0,342%. Donc vous voyez qu'on est très 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 loin du tous pourri, ce d'autant que là, on n'est pas du tout uniquement dans le champ des infractions au manquement de droit de probité. C'est vraiment toute infraction confondue, y compris par exemple les affaires de diffamation, d'accident, etc. On a calculé ce taux de mise en cause uniquement pour les maires, parce qu'effectivement, le chef de l'exécutif va être est plus exposé que ne l'est un conseiller municipal lambda. Ce taux de mise en cause uniquement pour les maires, il est de 2,72%. Donc vous voyez là aussi, hein, ça reste très marginal. Quelles sont les infractions pour les... Excusez-moi, Luc, Oui, je peux vous interrompre juste une bien sûr. seconde. En fait, il y a le volet de la console de paramétrage du webinaire on n'a pas la vue sur tout votre slide. Est-ce que vous pourriez cliquer sur la petite flèche orange pour replier le panneau de configuration? Ah oui, d'accord. Voilà, comme ça, on a la vision Excusez-moi. globale de vos slides. Non, il n'y a pas de souci. Je vous laisse Merci. poursuivre, pardon. Donc pour les élus, vous avez ici le podium des manquements au devoir de probité. Les podiums des infractions pour lesquelles les élus sont poursuivis. Donc vous avez en 1 les manquements au devoir de probité, qui représentent près de 40% des motifs de poursuite. En 2, les atteintes à l'honneur, donc c'est tout ce qui concerne le contentieux et la diffamation. Donc là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et enfin, en 3, les atteintes à la dignité. Donc là, c'est tout ce qui est harcèlement, discrimination, injure. Là aussi, c'est pas le champ de notre intervention. Vous voyez que, par contre, les manquements au droit de propriété constituent le premier motif de poursuite et le premier motif de condamnation des élus locaux. Un élu local qui est condamné, un élu sur 2 qui est condamné, l'est pour un manquement au droit de probité. D'accord. Alors, on va voir qu'est-ce que ça recouvre comme infraction. Si j'y arrive. Voilà. Alors, pour les fonctionnaires territoriaux, vous voyez les chiffres. On voit aussi que c'est à la hausse. Vous constatez, par contre, qu'en valeur absolue, c'est beaucoup moins important que ce qu'on a vu pour les élus locaux. Hein, je vous rappelle que pour les élus locaux, sur la mandature 2014-2020, on avait près de 2000 élus locaux qui, toute infraction poursuivie, étaient poursuivis sur cette mandature. Là, vous voyez que c'est 2 fois moins pour les fonctionnaires territoriaux, alors qu'ils sont 4 fois plus nombreux. Donc, le taux de mise en cause pénale des fonctionnaires territoriaux, il est encore plus réduit que celui constaté pour les élus locaux. Vous voyez qu'il est de 0,049%. Donc, vous voyez, il faut prendre du recul par rapport à tout ce que je vais vous dire. J'ai conscience que quand on va aborder le sujet des infractions, ça peut vous faire peur. Mais néanmoins, statistiquement, on constate que, fort heureusement, ça reste très marginal. Ce d'autant que j'insiste, là, c'est vraiment toute infraction confondue. Alors, comme pour les élus locaux, vous voyez que pour les fonctionnaires territoriaux, le premier motif de mise en cause et de condamnation, ce sont les manquements au droit de probité qui arrivent en tête, et donc notamment le champ de la commande publique. En 2 arrivent les atteintes à la dignité, et en 3, tout ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, qui arrive en 3e motif de poursuite sur la mandature 2014-2020 et le 2e motif de condamnation sur la mandature 2014-2020. Alors, je vous ai beaucoup parlé des manquements au droit de probité. De quoi s'agit-il? Les manquements au droit de probité, ce sont des infractions qui sont particulièrement graves, qui sont classées dans la partie du code pénal, dans un livre du code pénal qui est consacré aux crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. Dans ce livre du code pénal, vous allez retrouver l'espionnage, la haute trahison, le terrorisme, etc. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Alors qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? C'est que les manquements de probité, nous souligne le Conseil de l'Europe, quand un élu est malhonnête, non seulement il se discrédite, mais il sape aussi les fondements même de l'état de droit, nous dit le Conseil de l'Europe. Et donc, le classement des manquements au devoir de probité dans cette partie-là du code pénal n'est pas choquante en soi, n'est pas choquante en elle-même, dans la mesure où effectivement ce sont des infractions qui sont particulièrement graves, dans la mesure où lorsqu'un élu
qui s'investit en principe pour servir l'intérêt général, pique dans la caisse, si vous me permettez cette expression triviale, forcément, il sape les fondements même de l'état de droit et la confiance qu'on peut avoir dans les institutions. Donc, le classement en lui-même, dans cette partie-là du code pénal, elle n'est pas choquante en soi. Là où ça devient plus critiquable, c'est lorsqu'on rentre dans le détail des infractions et dans le détail de la jurisprudence. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, on peut être poursuivi pour manquement de devoir de probité, on peut même être condamné pour manquement de devoir de probité, non seulement sans s'être enrichi personnellement, mais en plus en ayant poursuivi l'intérêt général. Et on va voir qu'effectivement, il y a des infractions qui sont particulièrement dangereuses dans ces manquements de devoir de probité parce qu'elles mettent dans le même sac des élus et des agents publics qui sont malhonnêtes avec des élus et des agents publics qui n'ont pas eu conscience de frauder la loi. Alors, tout d'abord, un chiffre que je vous donne, dans les manquements de probité, vous avez plus du tiers de ces procédures qui concernent des marchés publics. Alors, il n'y a pas que les marchés publics qui peuvent entraîner des problématiques de manquement de devoir de probité. Vous avez tout le domaine de l'urbanisme, par exemple, qui peut aussi entraîner des manquements de devoir de probité. Toute la problématique aussi des recrutements, des ressources humaines. Les marchés publics en font partie pour un bon tiers. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme infraction dedans? Corruption et trafic d'influence. Corruption et trafic d'influence, a priori ici, vous allez me dire, il n'y a pas photo, un élu ou un agent public qui est condamné pour corruption ou pour trafic d'influence, en principe, c'est qu'il a recherché. C'est qu'il a bénéficié effectivement d'un avantage personnel. Oui, en principe. Simplement, il faut être vigilant parce que ce n'est pas toujours le cas, parce que vous pouvez avoir des zones grises. Alors tout d'abord, pour vous rappeler la différence entre corruption et trafic d'influence. Corruption, je suis maire de ma commune, je suis décideur, je reçois une somme d'argent contre l'attribution d'un marché public. C'est moi qui ai le pouvoir de décision, c'est de la corruption. Maintenant, je ne suis plus maire, mais je suis conseiller municipal ou fonctionnaire territorial et je reçois une somme d'argent, non pas contre mon pouvoir de décision d'attribuer le marché public en question, mais pour user de mon influence auprès des décideurs. Là, c'est du trafic d'influence. Ce n'est plus moi qui ai le pouvoir de décision, mais je vais pouvoir user de mon influence auprès des décideurs pour l'attribution du marché public. Donc, c'est du trafic d'influence. La corruption et le trafic d'influence, c'est le même article, ce sont les mêmes peines qui s'appliquent, mais voilà, on fait cette différence. Et on fait la différence entre la corruption active et la corruption passive, et le trafic d'influence actif et le trafic d'influence passif. Alors, intuitivement, on pourrait penser que la corruption active, c'est celui qui va prendre l'initiative. Par exemple, je suis maire de ma commune, je vais voir le candidat à un marché public et je lui dis, si tu veux avoir le marché, c'est simple, tu me donnes une somme d'argent. Non, c'est pas ça la corruption active. La corruption active, c'est celui qui donne l'avantage et la corruption passive, c'est celui qui reçoit l'avantage. Ça veut dire que du côté des élus et des fonctionnaires territoriaux, ça sera toujours de la corruption passive ou du trafic d'influence passif. Et du côté de celui qui donne, du côté des entreprises, ce sera toujours de la corruption active et du trafic d'influence actif, même si ce n'est pas l'entreprise qui a pris l'initiative du pacte de corruption. Alors, là, avec les exemples que je viens de vous citer, le pot de vin, il n'y a pas photo, c'est de la corruption. Je vous disais qu'il y a des zones grises. L'Agence française anticorruption, à l'automne, a publié un guide, Marie, tu l'avais relayé, sur les cadeaux. Où s'arrête la pratique commerciale de bonne loi et où commence la corruption? Vous n'avez pas un texte qui vient vous dire, à partir de tel montant, vous pouvez accepter un cadeau. Et pour le juge, ce qui compte, ce n'est pas la valeur du cadeau, ce n'est pas l'importance du cadeau, c'est l'intention de celui qui donne. Est-ce que celui qui donne a voulu s'acheter les faveurs de l'acheteur public? Et si la réponse est affirmative, la corruption ou le trafic d'influence sera caractérisé. Et j'en veux pour preuve une jurisprudence qu'a rendue la Chambre criminelle de la Cour de cassation au début des années 2000, qui concernait une
une affaire qui a un peu défrayé la chronique, l'Arsenal de Toulon. Alors, comment c'est parti cette affaire? Vous allez voir que vous ne regarderez plus vos stagiaires de la même manière. Un stagiaire fait un stage dans une entreprise, tombe sur des documents sur lesquels il n'aurait pas dû tomber, fait des photocopies et envoie tout au procureur de la République. Le procureur de la République regarde les pièces en question, trouve les pièces relativement intéressantes, requiert l'ouverture d'une information judiciaire et au cours de l'instruction, l'entreprise est placée sur écoute téléphonique. C'est-à-dire que tous les appels entrant et sortant dans l'entreprise sont sur écoute. Et cette mise sur écoute de l'entreprise permet de mettre à jour un réseau de corruption au sein de l'Arsenal de Toulon. C'est-à-dire que des militaires étaient arrosés en échange de l'attribution de marchés publics. Alors quand je dis que des militaires étaient arrosés, certains étaient arrosés copieusement, avec des mallettes pleines de billets. D'autres ont eu des voyages exotiques. Mais pour l'un, c'était un cadeau d'une valeur, on était encore en francs à l'époque, de 650 francs. Vous faites la conversion en euros, hein, ça vous fait une centaine d'euros. D'autres, c'était des repas au restaurant. Ils ont tous été poursuivis, ils ont tous été condamnés. D'accord? Parce que, encore une fois, pour le juge, ce qui compte, ce n'est pas l'importance du cadeau, c'est l'intention de celui qui donne. Est-ce que celui qui donne a voulu s'acheter les faveurs de l'acheteur public? Donc, c'est une appréciation qui va se faire au cas par cas hein, là-dessus. Alors, évidemment, le juge a modulé les peines en fonction des enrichissements des uns et des autres. Celui qui a touché le cadeau de 100 €, il n'a pas été condamné aux mêmes peines que ceux qui avaient touché des valises de billets. Mais pour autant, sur le plan de la culpabilité, ils ont tous été condamnés. Et sur le plan civil, je vous disais qu'ils peuvent engager leur responsabilité civile. Ils ont été condamnés solidairement à indemniser l'État, puisque c'était en l'espèce l'État qui était victime de l'infraction. Autre exemple que je peux vous citer, lors d'un colloque qu'on avait organisé, c'était le service central de prévention de la corruption qui avait cité cet exemple. Le service central de prévention de la corruption, c'est l'ancêtre de l'AFA, hein, l'Agence française anticorruption. Il citait l'exemple suivant. Une entreprise travaille pour le compte de la commune et le maire va faire des achats personnels au sein de cette entreprise. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas parce qu'une entreprise travaille pour le compte de la commune que pour autant le maire et les agents publics ne peuvent pas aussi recourir à cette entreprise dans le cadre privé. Dès lors, évidemment, qui payent cette entreprise sur leurs deniers personnels. Alors, ça suppose d'être carré, évidemment, de bien regarder une trace avec des factures, de pas de paiement liquide pour éviter toute suspicion, mais en soi, ce n'est pas interdit de recourir au service à titre privé d'une entreprise qui travaille pour le compte de la commune. Là où ça peut poser difficulté, et nous disait le service central de la prévention de la corruption, c'est quid si l'entreprise en question, lorsque le maire vient la solliciter à titre privé, lui accorde un rabais. Ben, ce rabais, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de corruption? Si c'est un rabais que n'importe quel client pourrait obtenir, un client lambda peut obtenir, ça ne posera pas de difficulté. Par contre, si c'est un rabais qui sort un peu de l'ordinaire, ben, ça pourrait être considéré comme de la forme de corruption. Autre exemple, une entreprise qui paye une journée de jet ski à 3/4 d'une collectivité, alors que cette entreprise travaille pour le compte de la commune sur un marché public, là aussi, est-ce que ce n'est pas déjà de la corruption? Si une entreprise évincée a connaissance de cela, elle pourrait dire bah, « moi j'ai compris pourquoi je n'ai pas le marché ». Parce que voilà, les fonctionnaires ont intérêt à ce que ce soit toujours cette entreprise qui soit retenue. Et comment ça va partir ce type d'affaires? Bah, c'est un fonctionnaire qui va être jaloux de ses collègues, c'est toujours les mêmes qui partent, et hop, une petite délation au service des procureurs. Donc, vous voyez qu'avec ce gros mot corruption, derrière, il peut y avoir des situations plus sourneuses. Un autre exemple, vous avez un fonctionnaire qui a été condamné pour corruption parce que l'entreprise qui travaillait pour le compte de l'administration lui a prêté une pelle mécanique pour faire les travaux chez lui. Le prêt d'une pelle mécanique a été considéré comme étant de la corruption. Autre infraction qui peut vous être imputée, le détournement de fonds publics. Alors, le détournement de fonds publics,
c'est pas un domaine dans lequel on va nécessairement, c'est pas nécessairement dans le domaine des marchés publics qu'on va le retrouver en priorité. Simplement, j'attire votre attention sur un exemple concret qui est arrivé pour vous montrer que là aussi, le détournement de fonds publics, ce n'est pas nécessairement l'élu ou l'agent qui va piquer dans la caisse. Bon, le détournement de fonds publics, c'est l'équivalent de ce qu'on connaît dans les entreprises, l'abus de bien social. L'abus de bien social dans une entreprise, l'équivalent dans une collectivité, c'est le détournement de fonds publics. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire une utilisation privative d'un bien public. Par exemple, un maire a été condamné pour détournement de fonds publics parce qu'il avait fait acheter sur deniers publics un véhicule de grosse cylindrée qu'il utilisait à des fins privées. Bon, là, manifestement, il n'y a pas photo, on est dans du détournement de fonds publics. Mais vous pouvez avoir du détournement de fonds sans qu'il y ait eu cette utilisation privative de fonds publics. Exemple, on a eu le cas d'un président de collectivité territoriale, nouvel élu. L'ancien président de cette collectivité territoriale était poursuivi pour favoritisme dans le cadre d'un marché public. Et il sollicitait à la nouvelle majorité, l'opposition d'avant, le bénéfice de la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle, ça vous parle? C'est notamment l'hypothèse, c'est pas que cette hypothèse, mais cette hypothèse où lorsqu'un élu ou un agent public est poursuivi au titre d'une infraction qu'il a commise dans l'exercice de ses fonctions, ce n'est pas à lui de payer son avocat, mais c'est à la collectivité de le faire au titre de la protection fonctionnelle. Et donc là, l'ancien président était poursuivi pour favoritisme dans un marché public et il demandait à la nouvelle majorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. La nouvelle majorité, après en avoir délibéré, a accordé la protection fonctionnelle à l'élu en question. D'accord? Sauf qu'un autre opposant d'une autre opposition a porté plainte pour détournement de fonds publics, estimant que la protection fonctionnelle n'était pas due, estimant qu'il s'agissait d'une faute personnelle. Et le nouveau président de la structure de l'EPCI, de la collectivité territoriale en question, a été poursuivi et condamné pour détournement de fonds publics, et l'ancien président a été condamné pour recel de détournement de fonds publics. Et ça permet de souligner qu'effectivement, tout ce qui concerne les marchés publics, c'est très périlleux d'accorder la protection fonctionnelle parce que ça peut être considéré comme une faute personnelle. Une faute personnelle. Et la faute personnelle, ça a deux incidences. Un, la collectivité n'est pas tenue d'accorder la protection fonctionnelle. Et si elle le fait, elle peut, vous voyez, s'exposer même à des poursuites pénales. On l'a vu dans ce cas-là. Et d'autre part, ça veut dire qu'au civil, ça sera à l'élu ou à l'agent qui a été condamné qu'il reviendra à la charge d'indemniser la victime. Avec un mécanisme qui peut aussi conduire l'entreprise qui a été évincée d'un marché public pour actionner dans un premier temps la responsabilité civile, la responsabilité administrative pour le coup de la collectivité, à charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre l'élu ou l'agent fautif au civil. Alors, vous voyez, entre parenthèses, il y a une notion importante, le détournement de fonds, y compris par négligence. Eh bien oui, le détournement par négligence, assez bizarrement, puisque là, on est dans des infractions qui sont relatives au manquement aux ordres de probité, est classé dans ces manquements aux ordres de probité alors qu'on parle ici de négligence. De quelle hypothèse s'agit-il? Eh bien, c'est l'hypothèse, par exemple, du maire qui a son parapheur, qui va signer à la chaîne un certain nombre de documents et qui ne va pas nécessairement prêter attention à ce qu'il signe. Or, dans le lot, par exemple, la secrétaire de mairie, c'est un cas réel, va lui soumettre à signature de bons de commande qui ne sont pas du tout destinés à la collectivité, mais c'est des achats personnels. Là, on est d'accord, le maire, lui, il n'est pas complice de la secrétaire de mairie. Ce qu'on va lui reprocher, c'est de ne pas avoir été suffisamment diligent et de ne pas avoir prêté attention à ce qu'il signait. Donc, la secrétaire de mairie, elle est condamnée pour détournement de fonds publics, puisque elle, c'était bien volontaire qu'elle a commis ces agissements. Mais le maire, lui, va pouvoir être condamné pour détournement par négligence. On lui reprochera de ne pas avoir
était suffisamment vigilant dans ce qu'il signait. Alors là aussi, en termes civils, je vous cite un arrêt du Conseil d'État qui est relativement intéressant en la matière. C'était le cas d'un agent qui avait falsifié des bons de commande pour faire des achats personnels en matériel informatique. Alors l'entreprise, elle n'était évidemment pas payée par la collectivité qui n'avait pas connaissance de ces achats. Au bout d'un moment, les factures s'entassent et l'entreprise, le commerçant va voir le maire en lui disant mais, comment ça se fait que ces factures ne sont pas payées? Qu'est-ce que fait le maire? Il va voir l'agent indélicat et il le sermonne en lui disant que je t'y reprenne plus. Tant et si bien que l'agent enregistre le message, c'est-à-dire qu'il fait profil bas un certain temps, et puis récidive, et de nouveau, le commerçant se retrouve avec des factures à payer. Et cette fois, le commerçant demande à la commune de payer les factures, la commune refuse, et le Conseil d'État donne raison au commerçant en disant on avait à la fois une faute personnelle, la faute de l'agent qui a falsifié les bons de commande, mais on a aussi une faute de service de la commune qui n'a pas exercé son devoir disciplinaire sur l'agent et qui n'a pas exercé son devoir de surveillance sur l'agent. Donc ça veut dire que ça se traduit par un partage de responsabilité ici entre l'agent fautif et la collectivité. Alors, vous avez deux infractions sur lesquelles vous devez être tout particulièrement vigilant. Première infraction, la prise illégale d'intérêt. Pourquoi vous devez être tout particulièrement vigilant sur cette infraction? Parce que là, on est vraiment dans le champ de l'apparence. On ne doit pas pouvoir suspecter qu'une décision publique, quelle qu'elle soit, a été polluée par un intérêt privé. Et ça va extrêmement loin. Alors, ça couvre évidemment le champ des marchés publics, mais pas que, hein, tout le champ de l'urbanisme, tout le champ des ressources humaines, le vote des subventions aux associations, etc. Donc c'est extrêmement large. Mais ça concerne aussi le champ des marchés publics. J'attire votre attention sur un point très important. Vous pouvez avoir respecté la procédure d'appel d'offres à la lettre. Pour autant, il peut y avoir prise illégale d'intérêt. Pourquoi? Si l'entreprise qui a été retenue, c'est l'entreprise du maire, du conjoint du maire ou d'un adjoint, hein, voilà, ça peut conduire effectivement à des poursuites et des condamnations pour prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans une logique de j'ai respecté les règles de la commande publique, l'entreprise n'a pas été favorisée. Et même peut-être que la collectivité y est gagnante parce que l'entreprise du maire, bah, c'est la meilleure, ça peut arriver, hein. Elle est la mieux disante et elle est tip top et puis en termes de coûts, c'est nickel. C'est peut-être même un avantage. Imaginons un artisan qui est électricien, qui est maire d'une commune, son carnet de commandes est blindé, la commune a besoin de travaux d'électricité, ça l'arrange de ne pas le faire parce que son carnet de commandes il est déjà blindé, mais il va le faire parce qu'il sait que la commune en a besoin. Et puis comme c'est pour la commune, il va travailler à prix coûtant. Il va facturer uniquement le matériel et puis la main d'œuvre, ce sera pour sa pomme. C'est-à-dire que le maire, dans ce cas-là, il perd de l'argent. Il perd de l'argent en tant que chef d'entreprise. Pour autant, c'est de la prise illégale d'intérêt. D'accord? C'est de la prise illégale d'intérêt parce que on ne doit pas pouvoir laisser suspecter que l'entreprise du maire a été favorisée parce que c'est l'entreprise du maire. Donc là, ça va extrêmement loin. Et la question qui se pose, c'est jusqu'où on va dans le cercle de relations de l'élu ou l'agent public. Ça, le texte ne le dit pas, c'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Donc ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être un ami. Hein, vous avez un ami, dans un cas, vous avez un collaborateur de cabinet qui a été condamné pour prise illégale d'intérêt parce qu'il avait participé à la rédaction du cahier des charges. Alors c'est déjà un peu étonnant qu'un collaborateur de cabinet participe à la rédaction du cahier des charges. Mais l'entreprise qui avait été retenue, c'était l'entreprise d'un ami du collaborateur de cabinet. Donc là, ça a été considéré comme étant de la prise illégale d'intérêt. Et vous avez une autre infraction qui est tout aussi redoutable, c'est le délit de favoritisme. Alors le délit de favoritisme, lui, pour le coup, il s'applique uniquement
en matière de commande publique. D'accord? Donc, c'est vraiment un champ qui est réservé à la commande publique. Et là où j'attire votre attention, c'est qu'on n'est pas du tout ici dans la corruption. Entendons-nous bien. La corruption, c'est l'hypothèse où un agent ou un élu touche un pot de vin contre l'attribution d'un marché public. Le favoritisme, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Le favoritisme, ça peut être la boulette dans un marché public. Vous avez commis une boulette dans un marché public. Vous n'avez pas nécessairement voulu favoriser un candidat. Peu importe. Le fait que vous n'ayez pas voulu favoriser le candidat, ce n'est pas un élément constitutif de l'infraction. La boulette dans le marché public peut conduire à des poursuites, à une condamnation pour favoritisme. D'accord? Et si c'est une grosse boulette, ça pourra se traduire en plus par l'engagement de votre responsabilité civile personnelle. Alors, il faut être très vigilant parce que ce délit de favoritisme, il peut s'appliquer y compris en dessous des seuils des procédures formalisées, puisque la Cour de cassation a rappelé que les grands principes de la commande publique, le non-respect des grands principes de la commande publique suffisent à établir le délit de favoritisme, même si on n'a pas violé une disposition particulière du Code de la commande publique. Un autre élément d'attention sur lequel vous devez être vigilant, vous avez des élus qui notamment, ont voulu favoriser l'emploi local. C'est un but qui peut être légitime. Par contre, si pour favoriser l'emploi local, vous contournez les règles de la commande publique, eh bien, vous rentrez dans le champ du délit de favoritisme. Vous rentrez dans le champ du délit de favoritisme. Je pense au cas d'une commune, nouvelle majorité, qui avait voulu donner de nouvelles couleurs au journal municipal. Il se trouve que pour l'édition du journal municipal, on a un imprimeur local. C'est vrai que la tentation est quand même grande de recourir à cet imprimeur local. On procède à une mise en concurrence, on demande plusieurs devis. Il se trouve que l'entrepreneur local est plus cher pour une impression en couleur. Par contre, il est moins cher pour une impression en noir et blanc. Il est mieux disant pour une impression en noir et blanc. On décide de recourir à une impression en noir et blanc. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'après, le conseil municipal se ravise, un adjoint appelle l'imprimeur et lui demande une impression en couleur et donc de rectifier les factures. Donc là, on va se retrouver avec deux infractions. Favoritisme, puisqu'on a contourné les règles de la commande publique par rapport au devis initial qui était demandé, et faux en écriture, puisqu'on va falsifier les factures. Donc le faux en écriture est une infraction connexe qui peut être également caractérisée en matière de commande publique. Donc là, évidemment, l'élu a été condamné pour délit de favoritisme. Un autre point sur lequel j'attire votre attention, et la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 7 septembre 2022 assez récent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de pouvoir de décision qu'on ne peut pas être condamné pour délit de favoritisme. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire peut aussi être condamné pour favoritisme dans le processus d'aide à la décision. La rédaction d'un rapport d'analyse des offres, ça peut conduire effectivement à des poursuites pour favoritisme. Donc là aussi, ce n'est pas parce qu'un fonctionnaire n'a pas un pouvoir de décision que pour autant il ne pourra pas être poursuivi pour favoritisme. Dès lors qu'on met sa main dans le cambouis de la mécanique des marchés publics, eh bien, on peut s'exposer à des poursuites pour favoritisme et ou pour prise illégale d'intérêt, parce que les deux infractions peuvent être poursuivies cumulativement. Donc attention là-dessus. Alors, par rapport au favoritisme, j'ai vu que Marie sur LinkedIn vient de publier une belle infographie sur l'urgence dans les marchés publics. Ça me fait penser à une jurisprudence où l'urgence n'est pas toujours partagée par le juge. C'était le cas d'un pont qui avait été construit dans une ville du sud-est de la France. Le CT avait émis un rapport critique sur le pont parce qu'il menaçait de s'effondrer. Et donc, il avait fallu construire en urgence un nouveau pont avant l'arrivée des touristes pendant l'été. Et la procédure avait été validée par la préfecture.
Le juge d'instruction qui avait été saisi après un rapport de la CRC qui avait critiqué la procédure qui avait été retenue avait rendu une ordonnance de non-lieu estimant que le maire et le directeur des services techniques qui étaient poursuivis, ils avaient fait les choses peut-être un peu à la va-vite, mais néanmoins, ils avaient respecté ce qu'avait préconisé la préfecture. Pour autant, le non-lieu a été retoqué par la chambre d'instruction et le maire et le directeur des services techniques, au final, ont été condamnés. Donc l'urgence, c'est une notion à manier Oui, avec c'est beaucoup de délicat, prudence parce qu'elle n'est pas nécessairement partagée. tout à fait. Voilà. Donc pour tous, bien entendu, on va prendre un temps pour vos questions. Toutes les jurisprudences que je vous citais, vous les retrouverez sur notre site observatoire-collectivité.org. Et puis vous avez des documents aussi qui sont librement téléchargeables sur notre site. Et surtout, abonnez-vous au compte LinkedIn de Luc. Vous aurez des infos croustillantes quasiment tous les jours. Je ne sais pas si vous publiez, enfin on peut se tutoyer d'ailleurs, je ne sais pas si tu publies Oui, bien sûr. quotidiennement. Tu publies Oui, à peu près quotidiennement? quotidiennement. Oui, alors on a un compte Twitter aussi où vous retrouvez les mêmes informations, LinkedIn ou Twitter, effectivement. On Bah oui, a, moi c'est comme ça que j'ai connu le travail de l'Observatoire. Et chaque année, j'attends avec impatience le rapport. Et puis maintenant, bah, tous les jours, on a des informations sur le LinkedIn de Luc. Donc c'est vraiment très intéressant et le sujet est vaste. voilà, Mais je je vous pense invite qu'il aussi à vous connecter au LinkedIn de Marie parce que c'est pareil, très belles infographies avec toujours des informations et puis des relais aussi ce que je trouve très intéressant, des relais d'initiatives qui sont portés par les collectivités, là récemment, notamment sur le Spazer oui, sur le d'Hébert, Spazer. voilà, donc il y a un partage d'informations qui est très riche. Bah, en tout cas, merci, merci Luc pour cette intervention. C'est vraiment passionnant. Je pense qu'on aura l'occasion de vous réinviter à la tribune là, puisqu'il y a plein d'autres sujets à évoquer. En tout cas, grand merci. On prendra un petit temps pour les questions à la fin. On va laisser. Donc là, on a évoqué tous les risques, enfin une bonne partie des risques liés à la commande publique et les délits qui pouvaient toucher les élus, mais aussi les fonctionnaires, les agents que vous êtes. Hein. Pour la plupart des personnes qui sont connectées, vous travaillez en collectivité ou dans des organismes publics. Donc Nicolas va vous présenter la solution Marco. Marco, c'est un logiciel pour gérer vos marchés publics et qui va justement vous permettre de vous prémunir des risques qu'on vient d'évoquer et notamment sécuriser vos procédures, tracer tous les échanges que vous allez pouvoir faire avec vos fournisseurs. Mais bon, j'en dis pas plus. Je vais donner la main à Nicolas. Donc il est 11h40. Ton challenge, ça va être de présenter Marco en un petit quart d'heure pour qu'on ait le temps d'échanger avec et de garder Luc avec nous et d'échanger avec les participants s'il y a des questions à la fois sur l'intervention de Luc ou sur le produit Marco. Donc c'est un aperçu que Nicolas va vous donner ce matin. Exactement. Aujourd'hui, vous allez découvrir, pour ceux qui l'ont jamais vu, à quoi ressemble Marco, mais pour tous ceux qui souhaiteront une présentation plus complète et plus personnalisée, vous pourrez reprendre contact avec l'équipe Agisoft. Nous sommes plusieurs ingénieurs commerciaux sur la France, donc on pourra se rendre disponible pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble l'outil. Marco, c'est un outil qui fonctionne en full web, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation chez vous. Il suffit de pouvoir vous connecter à Internet par le navigateur que vous souhaitez et surtout, vous pouvez le faire depuis votre bureau au travail, mais également depuis chez vous si vous faites du télétravail. Et tout ça en toute sécurité. Il vous faut simplement un identifiant et un mot de passe et vous avez la possibilité immédiatement d'accéder donc à Marco. Lorsque vous êtes sur Marco, vous vous apercevez que vous avez un écran d'accueil qui vous permet d'obtenir sur la partie droite un certain nombre d'informations. Vous voyez, des informations sur les manifestations que nous organisons, des informations juridiques qui sont également poussées par la page d'accueil et que vous recevez également sur votre boîte mail. En fait, lorsque vous avez Marco, vous n'avez pas seulement un logiciel complet et intuitif, vous avez en réalité un vrai service qui va avec
et qui vous assure vraiment de pouvoir passer de manière beaucoup plus sereine tous vos marchés publics. Vous bénéficiez donc d'une veille juridique, c'est ce que vous retrouvez sur la partie droite, et vous bénéficiez également d'une assistance juridique par téléphone de 8h30 à 18h, donc tous les jours ouvrés. Vous avez sur le petit, ici, le petit gaufrier, que vous avez un certain nombre de liens qui vous sont utiles. Je vous parlais de l'assistance juridique, c'est ici, lorsque vous cliquez, vous retrouvez le numéro pour appeler nos experts marché public, donc nos juristes marché public. Vous avez un certain nombre de services, dont une bibliothèque de CCTP, et vous avez bien sûr accès au blog Achat Solutions, qui est très consulté, je dirais, par beaucoup de nos clients et non clients d'ailleurs, parce qu'on peut s'inscrire, c'est gratuit, où vous retrouvez tout un tas d'articles, notamment celui qui vient d'être évoqué sur l'urgence dans les marchés publics. Oui, toutes les infographies, hein, moi que je republie sur mon LinkedIn, elles sont disponibles évidemment sur notre blog. Voilà. Alors, on parle du blog Achat Solutions. Pourquoi on parle du blog Achat Solutions? Parce que Achat Solutions, c'est une structure qui a été créée par Agisoft. Agisoft existe depuis 1989. Donc, vous voyez que Marco a une très forte ancienneté, plus de 30 ans. Comme Marco s'est bien développé, Marco a créé un groupe dans lequel aujourd'hui on a 5 sociétés, à peu près 200 salariés. Et dans ce groupe, on a également un profil acheteur qui s'appelle AW Solutions. Marco, ça fonctionne, c'est une suite de modules. Ce n'est pas un logiciel qui fait tout, c'est un logiciel qui va s'adapter aux besoins de chaque structure, qu'elle soit très importante avec des milliers d'agents et donc des sommes très importantes à engager en matière de commande publique, ou alors qu'elle soit beaucoup plus petite avec quelques agents et quelques marchés publics à faire à l'année. Dans tous les cas, Marco pourra s'adapter à l'organisation de chaque structure. D'où le choix de ne proposer que des modules qui sont complémentaires les uns aux autres et qui peuvent se rajouter au fur et à mesure du temps. Donc voilà comment ça va se passer. Vous avez un module achat, donc c'est le tout début. Le module achat, lui, va servir à recenser et centraliser, je dirais, les besoins pour éviter la dispersion des demandes. Donc, il est un peu garant de tout ce qui est computation des seuils. Le module devis, c'est lui qui va réaliser les pièces financières de vos marchés, donc votre bordereau de prix unitaire, votre détail quantitatif estimatif, votre DPGF. Vous avez le module CFM pour consultation de faible montant. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure quand on est en dessous des seuils. Eh bien, ce module vous permet, en remplissant juste quelques écrans, de sortir une lettre de consultation et un marché valant cahier des charges. Le module rédaction que je vais vous présenter en quelques minutes, lui va vous permettre de réaliser toutes les pièces administratives de votre DCE, donc le CCAP, le RC, l'acte d'engagement. Le module procédure lui part de la publication jusqu'à la notification et gère toutes les étapes qui sont entre les deux. On a parlé de rapport d'analyse des offres, rapport de présentation tout à l'heure, donc c'est dans ce module. La dématérialisation, donc ça c'est notre profil d'acheteur AW Solutions. Et vous avez 2 modules liés cette fois-ci non pas à des consultations mais à des marchés, une fois que c'est notifié. Le module SAM qui est le suivi administratif des marchés, qui lui va s'occuper de gérer notamment les avenants, les ordres de service, les incidents, les ajouts de sous-traitants, etc., etc. Et le dernier module, c'est le suivi technique et financier qui, lui, va vous permettre de produire votre certificat administratif pour paiement de manière complètement automatisée avec des calculs pour les révisions de prix automatisées, la gestion des avances, la résorption des avances automatisées, tout ce qui est également pénalité sera automatisé, etc., etc. Donc, en fait, tous les calculs sont faits ici de manière rapide. L'idée, c'est quoi? C'est que vous ayez des modules complémentaires où chaque information que vous allez saisir une fois va se reproduire automatiquement sur tous les documents qui en ont besoin. Donc, avec Marco, il n'y a pas de copier-coller. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est une vraie sécurité parce qu'on ne peut pas se tromper. Il n'y a pas les erreurs possibles que l'on connaît avec les copier-coller classiques. Je n'ai que quelques instants, donc je vais aller assez vite et vous présenter notre module rédaction, donc qui est
un des modules les plus utilisés. Pourquoi? Tout simplement pour ces pièces administratives de DCE. On l'a dit, si on peut minimiser les risques dès le départ en rédigeant correctement toutes ces pièces, eh bien, c'est mieux pour toute la procédure qui va suivre. Donc, aujourd'hui, ce module vous permet de rédiger rapidement des documents. Je vais vous faire voir à quoi ressemble un document intégralement réalisé. Donc, je vais me mettre sur une consultation qu'on a créée, nous, une consultation pour la construction du stade Robert Herbin, pour ceux qui connaissent. Donc, vous avez toujours une frise chronologique, des raccourcis. Bon, je rentre sur la consultation et je vais vous montrer quelques documents qui sont complets avant de vous montrer exactement comment on arrive là et comment on peut les faire rapidement. Vous voyez qu'il y avait un certain nombre d'écrans à remplir. Ils ont été remplis, tout est coché avec des petites coches ici vertes. Et lorsque tout ça est fait, je vais ouvrir là le cahier des clauses administratives particulières. Ah, je suis désolé, c'est une petite erreur. Je vais me remettre ici. Donc, on va rechercher ce document en espérant que ça passe cette fois-ci, que je ne sois pas bloqué sur mon espace de démonstration. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Exactement, ça arrive parfois. Il faut le savoir, ça arrive parfois. Ce n'est pas votre espace de travail, c'est mon espace de démonstration. Donc, je voulais vous montrer un des documents qui est produit une fois que vous avez rempli tous les écrans au-dessus, le cahier des clauses administratives particulières, en espérant que ça s'ouvre bien cette fois-ci, évidemment. Donc, vous voyez que ce document, alors ici, ça sera le logo de la structure qui commande, vous pouvez le sortir sous différents formats et vous voyez que votre document est complet avec un sommaire qui est interactif. Si vous voulez aller directement sur les modalités de variation de prix, vous cliquez et vous arrivez directement dessus. À la fin de votre document, évidemment, vous retrouvez toutes les dérogations qui ont été faites. Donc là, comme il est complet, vous voyez que cette fois-ci, il faut descendre relativement bas pour retrouver ces dérogations. Vous voyez que vous avez des petits crayons, ça veut dire que sur les documents qui sont d'origine Marco, eh bien, vous pouvez quand même si les documents Marco sont utilisables tels quels et vous pouvez les prendre et les déposer sur le profil d'acheteur comme ils sont, vous avez la main pour faire des petites modifications à la marge. Si vous souhaitez des modifications systématiques, ça sera du paramétrage au départ. Ces petits crayons vous permettant de faire des modifications seulement lorsque c'est utile, mais pas en systématique, parce que sinon c'est une perte de temps, il faut le faire au départ. Alors, vous voyez à quoi ressemble un document fini. Je vais vous montrer comment on peut arriver relativement vite à créer, et en toute sécurité, c'est surtout ça qui est important, un nouveau document. Pour créer un nouveau document, vous mettez sur, évidemment, le module de rédaction, vous avez le petit bouton « Créer » et vous arrivez sur un écran de généralité qui va vous demander les premières informations compte tenu de ce que vous souhaitez faire. Ici, on vous demande un code pour vos consultations. Soit vous utilisez les codes que vous avez déjà en interne et vous prenez la suite, soit vous laissez Marco vous en attribuer un automatiquement. Lui ne se trompera pas d'une consultation à l'autre. Vous mettez un objet. Alors, je vais mettre éclairage, par exemple, peu importe. On voit qu'ici, c'est Nicolas de Giorgi qui l'a créé, c'est grisé, je ne peux pas le changer, c'est moi qui me suis connecté. Marco est un outil collaboratif. Chacun pourra remplir des parties différentes du module. Vous avez donc la possibilité de remplir donc ici l'organisme qui va passer cette consultation. Vous avez la possibilité d'être pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. Vous pouvez agir ou non pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs et c'est ici que vous allez choisir est-ce que je veux me mettre sur un cas marché public, est-ce que je veux me mettre sur un accord cadre ou même une concession. Marco permet de gérer également les concessions. Donc, je vais rester pour l'exemple sur un marché public. On me demande ici le type de prestation. Alors, regardez, c'est important. Si je mets service, Marco ouvre une nouvelle fenêtre et me demande quel type de service. Bon, imaginons que ce soit les fournitures courantes et services. Donc, on voit bien que dans ma consultation, c'est le CCAG, fournitures courantes et services de 2021 qui va s'appliquer. Si au lieu de service, j'avais choisi travaux, Marco ouvre un nouveau champ en me demandant la nature des travaux. Allez, on va dire que c'est de la réhabilitation.
Et vous allez voir qu'ici, eh bien, c'est le CCAG Travaux 2021 qui s'ouvre. On me demande ensuite quel type de marché. Je veux dire que c'est un marché public classique. La forme du contrat, on va rester sur quelque chose de simple, on va dire que c'est ordinaire. Et ici, on me demande une estimation. Alors, bien sûr, estimation qui n'apparaîtra pas sur les documents. Donc, par exemple, moi, je veux dire une estimation 111 000 €. Ça va me permettre, quand je vais choisir mon mode de passation, ça permet à Marco de sélectionner toutes les procédures possibles avec ce qui est envisagé et notamment les procédures adaptées. Si au lieu de mettre 111 000 €, j'avais mis 11 millions d'euros, eh bien évidemment, Marco ne me proposerait plus ces procédures adaptées. Et en fait, Marco fonctionne comme ça tout le temps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous renseignez les champs qui vous sont proposés, Marco va ouvrir et fermer des champs avec des possibles et des choix possibles. Et tous les choix qui deviennent impossibles ne vous sont plus proposés. Il faut savoir que dans Marco, on a plus de 7000 clauses. Vous n'avez pas à les passer en revue. C'est simplement en répondant à une suite de questions que Marco va aller chercher les différents éléments pour constituer en une seule fois tous vos documents administratifs. Alors, pas de cas de gestion, c'est si vous avez des procédures internes, mais on peut le paramétrer. On va demander un règlement de consultation. Ici, vous avez le choix entre un CCAP et un CCP. Et puis, pour la publicité, on voit que compte tenu du montant, c'est grisé, c'est avec, ça ne peut pas être autrement. Je vais choisir un formulaire national standard. Voilà. Hop, j'enregistre. Si j'ai oublié quelque chose, Marco va me dire que j'ai oublié d'enregistrer un champ. Sinon, j'arrive sur un autre écran où vous voyez que l'écran de généralité qu'il a vient d'être rempli. Donc, il est coché vert. La suite, elle est importante, c'est dans le choix des questions. Ici, par rapport aux indications que vous avez mises dans l'écran de généralité, Marco vous pose des questions pour savoir ce que vous voulez indiquer dans votre consultation. Est-ce que vous autorisez ou pas l'avance, la sous-traitance, etc., etc. Et c'est en modifiant ça, une fois que vous l'avez enregistré, que la partie gauche va s'adapter pour ne vous demander que des informations qui vous concernent pour vous éviter de tout passer en revue. L'avantage de cet écran, c'est qu'il n'oublie rien, il vous oblige à vous poser les bonnes questions et Marco adapte ce que vous aurez à remplir pour sortir en une seule fois, j'insiste bien en une seule fois, votre CCAP, votre règlement de consultation, votre acte d'engagement et votre dû. Donc voilà, c'est important, c'est en remplissant les écrans, je constitue tous mes documents administratifs en une seule fois. Toutes les informations qui devaient se répéter, c'est Marco qui les copie automatiquement. Il n'y a aucun copier-coller, comme je vous l'ai indiqué en préambule. Il faut que j'attire votre attention sur une chose tout de suite, sur l'écran de généralité par exemple. Vous voyez, il y a des petits i un petit peu partout. Je ne sais pas si vous le voyez, type d'organisme, il y a des petits i. Tout simplement parce que Marco, je vais ouvrir par exemple sur mode de passation, vous permet de bénéficier d'une assistance juridique en ligne. Donc, tous ces i vont vous expliquer le terme qui était à côté. Donc, mode de passation. Vous avez également avec Marco une aide fonctionnelle. Sans sortir de Marco, vous avez accès au code de la commande publique. Sans sortir de Marco, vous avez accès au CCAG 2000, enfin à tous les CCAG. Et on a même constitué pour vous un glossaire acheteur dans lequel on a un certain nombre de termes qui sont souvent utilisés. Donc, moi, j'ouvre souvent l'appel d'offres infructueux en espérant que ça ne vous arrive pas trop souvent. Et ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Je ne me souviens plus, l'offre inappropriée, vous voyez, je clique et j'en ai tout de suite la définition. Je veux arriver sur les articles si je veux approfondir, j'ai des liens qui sont proposés. Donc, voilà comment ça fonctionne. Vous avez toujours la possibilité, quand vous êtes plusieurs à travailler, vous avez un utilitaire pour savoir qui fait quoi, donc un outil de traçabilité. Vous voyez que c'est moi qui remplisse l'écran de généralité à 11h53. 53, ça veut dire qu'il faut que je me dépêche. Donc voilà pour une présentation rapide de ce module. L'idée, c'est qu'à partir d'informations générales, on vous demande, compte tenu des éléments que vous avez pré-remplis au départ sur ici la partie choix des questions, à remplir des tableaux qui correspondent seulement à ce que vous souhaitez dans votre consultation. Marco n'oublie rien. Tout ce qui va être passé en revue vous oblige à vous poser les bonnes questions. Vous avez une aide en ligne et vous avez toujours ici accès, si jamais l'aide en ligne n'était pas suffisante, à l'assistance juridique que vous pouvez appeler de 8h30 à 18h. Donc en fait, Marco, vous l'avez compris,
on ne peut pas se tromper. Les documents qui vont sortir d'origine sont utilisables tels quels. Vous avez quand même la main pour faire des modifications à la marge. Et voilà je vois qu'il est 11h56, je vais m'arrêter là sur la présentation. En tout cas, merci. J'espère que tu auras pu donner envie à plein de personnes qui sont connectées de te recontacter, enfin de nous recontacter pour une démo qui aille plus loin, puisque là, Nicolas, vu le temps imparti, a pu se centrer que sur la rédaction, puis le bouquet de services qu'on propose dans l'offre Marco. Mais la procédure est super intéressante aussi, puisque vous allez pouvoir mener toutes vos phases d'analyse des offres, donc être bien sécurisé sur les courriers de rejet, sur les notifications. Il y a toute la partie exécution aussi à découvrir dans Marco. Donc, ça mérite une vraie démo complète avec un créneau de 2 heures. C'est ça à peu près, Nicolas, pour une démo complète? Oui, alors ça dépend du nombre de modules qu'on va aborder et des questions qu'on a. Mais je dirais entre 1 heure et 2 heures, on peut tenir un timing serré. En 1 heure, on ne voit pas tout, mais en 1 heure, on voit ce qui intéresse chaque structure en tous les cas, en priorité. Et après, on peut avoir des rendez-vous en physique et des rendez-vous à distance pour compléter les rendez-vous physiques sur certains points. Voilà. Ok. Est-ce que je te remercie, Nicolas, pour la présentation. J'ai repris la main. Est-ce qu'on voit mon slide? Oui. Oui. Donc, on va ouvrir les questions. Là, je vous ai affiché vraiment le petit QR code pour bien nous suivre sur les réseaux, pour avoir toutes les dates de nos webinaires, toutes nos informations juridiques et produits. Donc, c'est vraiment important d'être connecté au maximum pour connaître l'offre Marco, mais aussi la partie juridique et commande publique qu'on peut vous apporter. Donc, on va prendre les questions. Luc, tu es toujours avec nous? Oui, oui, toujours avec vous. C'était une présentation très intéressante, là, donc ça fait envie de découvrir cet outil, effectivement, avec très Oui, complet. on a eu qu'un aperçu sur le cœur de Marco qui est la rédac, mais voilà, c'est très. L'application est super riche. Alors, il me semble que j'avais vu quelques questions. Allez-y, si vous avez des questions, soit pour Luc, soit pour moi, soit pour Nicolas. Il y avait beaucoup d'observations, donc il faut que j'arrive à reprendre le fil. Alors, modifier le montant d'un marché au-delà des seuils autorisés par le code peut-il être interprété comme un délit de favoritisme? Et est-ce que la responsabilité de l'agent peut être engagée? Le non-respect des seuils, oui, c'est un cas classique de favoritisme, notamment lorsqu'il y a saucissonnage de marché. Après, vous pouvez aussi vous lancer dans une procédure d'appel d'offres alors que vous n'êtes pas tenu initialement par les seuils compte tenu de votre marché. Mais par contre, dès lors que vous lancez la procédure d'appel d'offres, après, même si initialement vous n'y étiez pas tenu, vous êtes tenu de respecter la procédure de A à Z. Vous ne pouvez pas piocher parmi les éléments qui vous intéressent et laisser d'autres éléments. Donc effectivement, les seuils, ça fait partie des éléments qui peuvent conduire à des poursuites pour favoritisme. En tant que fonctionnaire, comment faire pour se protéger lorsque des élus imposent certains choix sur des attributaires locaux? Donc, c'est un sujet que tu as évoqué tout à l'heure, le localisme. C'est vrai qu'il n'est pas possible actuellement, avec la réglementation commande publique en vigueur, d'attribuer par préférence à l'entreprise locale. Alors, il n'est pas interdit, encore une fois, de retenir un entrepreneur local. Il est interdit de retenir un entrepreneur local parce qu'il est local et en contournant les règles de la commande publique. Donc là-dessus, c'est vrai que ça peut être parfois délicat, mais le rôle du fonctionnaire, c'est d'aide à la décision. Après, la décision, elle est prise par le responsable, notamment les élus. Et si les élus ne respectent pas les alertes qu'avait fait le fonctionnaire, ce sont les élus qui engageront leurs responsabilités le cas échéant. Par contre, le fonctionnaire, lui, s'il obéit à un ordre manifestement illégal et donc il met sa main dans le cambouis dans la procédure, ça ne sera pas nécessairement, ce sera pas une cause d'exonération pour lui parce que l'ordre illégal reçu doit conduire le fonctionnaire à désobéir, ce qui peut
parfois pose des difficultés puisque on peut se retrouver un peu en porte-à-faux. Donc là-dessus, effectivement, vous pouvez vous retrouver dans certaines situations délicates. Le mieux, c'est d'arriver à convaincre les élus que de faire les choses de manière carrée. Ouais, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même, faut tracer ça? Enfin, le fonctionnaire, il a intérêt à tracer le conseil, enfin, matérialiser, avoir un document comme Oui, quoi il oui, mais par a. contre, s'il matérialise par un écrit et que derrière, Mm. quand même, il s'exécute, ça ne sera pas une cause d'exonération pour lui. Je pense à une situation où c'était un DGS. Hein. Alors, c'était un marché. Alors, c'était pas un marché, c'était une caution qui avait été portée par une commune à une société d'économie mixte qui portait un projet immobilier. Et la caution de la commune avait été accordée sous réserve d'une étude de faisabilité. Et finalement, le projet prenait un peu de retard et le conseil municipal s'était réuni de manière informelle avec les principaux adjoints pour dire que la caution de la commune était ferme et définitive. Et donc le maire avait demandé au DGS de transmettre en préfecture une nouvelle délibération disant que la caution de la commune était ferme et définitive. Et le DGS s'était inscrit en faux en disant ben non, il faut refaire délibérer le conseil municipal. Taratata, t'embrasses pas de ça, j'ai vu ça avec mes adjoints, exécute-toi. Et le fonctionnaire s'était exécuté. Et la nouvelle majorité va engager des poursuites contre l'ancien maire et contre le DGS. Le DGS se défendait en disant « Mais moi, j'ai alerté sur le fait que c'était illégal. » Il n'y avait pas une question de preuve. Hein, là, c'était acté que le DGS avait vraiment alerté sur le fait que c'était illégal. Mais on lui a reproché de s'être exécuté. Et la Cour de cassation lui a dit bah, « Dès lors que c'était illégal, vous deviez désobéir. » Ok, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Autre question, toujours pour toi, Luc. Doit-on souscrire à une assurance spécifique en tant que fonctionnaire, instructeur, instructrice de la commande publique? Tous les élus et les fonctionnaires territoriaux ont intérêt, a fortiori si vous touchez à des domaines sensibles comme la commande publique, à souscrire une assurance personnelle qui vous couvre dans l'exercice de votre mandat ou de vos fonctions. On a vu que la protection fonctionnelle, ce n'était pas une garantie absolue, hein, parce que ça répond à un certain nombre de critères. Donc, vous avez tout intérêt, effectivement, à souscrire ce type de contrat. La SMAC le fait. On propose aux élus un contrat sécurité élu, un contrat sécurité fonctionnaire territorial pour les fonctionnaires. Ça vous permet d'avoir une défense autonome. Ok, merci. Et on prend une dernière question. Connaissez-vous des cas, enfin une dernière question pour Luc, et puis on a une ou deux questions Marco. Connaissez-vous des cas où des agents ont été mis en cause pour favoritisme lorsque des avenants ont augmenté le montant du marché au-delà des seuils autorisés? On est encore sur la notion de seuil. Alors de mémoire, bon, il faudrait que je fasse une recherche de mémoire. J'ai pas d'exemple en tête qui me viennent à l'esprit, mais dans l'absolu, c'est tout à fait possible. Hein, c'est tout à fait Oui, possible, ça rejoint ce qu'on effectivement. disait tout à l'heure C'est sur la question voilà, précédente sur le non-respect des seuils. ouais, tout à fait. Merci. Et on va finir par deux petites questions sur Marco. Si nous commettons une erreur, Marco nous le signale. Oui, tout à fait. Marco, il va vous empêcher de sortir du cadre avec un système d'alerte. Alors déjà, il y a des questions qu'il ne va même pas vous poser. Par exemple, quand vous allez indiquer le montant de votre opération, il va vous proposer ou de votre achat, il va vous proposer les procédures adaptées à ce montant. Et si vous êtes au-dessus des seuils, il ne vous proposera pas le MAPA, par exemple. Donc déjà, ça commence là, le guide de Marco. Et après, dès qu'on va faire une saisie erronée, il va le signaler. Tout à fait. Deuxième question, y a-t-il une interface avec le logiciel JVS Compta? Oui, oui, tout à fait. On travaille avec la société JVS en partenariat. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'eux si vous êtes déjà client et pas encore client Marco. Il n'y a pas de souci. On vous fera une démo aussi à cette occasion. Nous sommes partenaires. Bon, je pense qu'on a épuisé les questions. En plus, il est midi passé, donc vous êtes nombreux à être restés avec nous. C'est très, très sympa. On a un peu dépassé le temps. C'était vraiment passionnant et il est évident qu'on refera une session de ce type-là, puisqu'on voit qu'il y a un vrai intérêt pour vous
et il y a des questions qui ressortent et qui prouvent l'intérêt. Donc, on va diffuser, on diffusera les slides de Luc, et surtout le webinaire là d'aujourd'hui, il va être disponible en replay. Donc, ça peut être super intéressant de, par exemple, envoyer à vos élus pour qu'ils puissent le revisionner, et notamment sur la partie risque. Donc, on communiquera hein, sur la disponibilité du replay de cette session. Voilà, encore un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à Luc et à Nicolas pour l'animation. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie, donc à très bientôt. Merci, au revoir à tous. Au revoir, merci, bonne journée à toutes. Au revoir, très bonne journée à tous. Et puis bon appétit du coup.